tous les clients riches empruntent. Alors, ça paraît très paradoxal parce que généralement, on se dit, plus on est riche, moins on a besoin d'emprunter. On peut acheter des actions Total et LVMH, enfin le CAC 40, systématiquement va demander, est-ce que vous pouvez me le financer ? Je pense que l'art n'est pas un marché. Alors si c'est un marché, totalement opaque, parce qu'il est manipulé. Entre les galeries, les maisons de vente aux enchères, il y a des banques privées dont je ne citerai pas les noms. Plus de la moitié des clients ont plus de 70 ans. Rémi Franck, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien et je suis ravi d'être là. Super, écoutez, merci d'avoir accepté mon invitation. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'accompagnement et de stratégie d'investissement pour les ultra high net worth individuals, donc les individus possédant un patrimoine supérieur à 30 millions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose dans un premier temps de vous présenter. Alors ça risque d'être long, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Non, je vais le faire en rapide. J'ai travaillé pendant très longtemps dans une seule entreprise, qui est BNP Paribas, qui était BNP quand j'y suis arrivé et BNP Paribas ensuite après la fusion. Et j'ai fait principalement deux choses. J'ai commencé par travailler sur les marchés de capitaux, sur les produits dérivés. J'ai fait du trading d'abord. Je suis parti en Asie, j'ai habité à Singapour et à Tokyo pendant quelques années. Et ensuite, je me suis spécialisé sur la partie dérivés actions. C'est un marché dont on reparlera, qui a connu une croissance absolument phénoménale dans les années 90 et 2000, avec les produits structurés, les options, les swaps, plein de choses passionnantes. On va y venir. Et donc j'ai fait ça jusqu'en 2010. Donc ça m'a occupé une bonne quinzaine d'années. Ensuite, j'avais envie de voir autre chose. Donc je suis parti côté BNP Paribas Wealth Management, où on m'a demandé de créer le département dédié à ce qu'on appelait les key clients ou les ultra high net worth individuals, donc les gens les plus riches dans le monde entier. Donc j'avais des équipes qui suivaient ces clients, aussi bien dans tous les pays d'Europe qu'en Asie, qu'aux États-Unis, qu'au Brésil, qu'au Middle East, enfin un peu partout. Donc j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de clients et de mieux comprendre les besoins, les différences et les ressemblances d'une région, d'un pays à l'autre. Puis j'ai fait ça une bonne dizaine d'années. Après, j'ai pris un petit break qui n'a pas duré très longtemps, pendant un an, et j'ai été appelé par Citi, la banque américaine, qui est une des 3 plus grosses banques américaines, qui créait son activité de banque privée en France, elle aussi destinée aux ultra-high. Et c'est là où je suis parti il y a à peu près 2 ans, pour une mission dont on savait qu'elle serait courte, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider à s'installer, ce que j'ai fait. Aujourd'hui, Citi, banque privée, existe et est opérationnelle et marche. Et donc le deal, c'était que je reste à peu près 2 ans. J'ai un adjoint que j'ai formé ou que j'ai aidé aussi à prendre le relais. Tout ça s'est fait dans une très bonne entente et je suis en train maintenant de lui passer la main. D'accord. Voilà. Donc c'est toujours en cours. C'est toujours chez Citi. C'est quasiment fini. D'accord. Donc, ok. Voilà. Alors je voulais justement revenir sur les ultra net worth individuals. Donc je voulais vous demander quels sont les défis liés à la gestion d'une clientèle dotée d'un tel niveau de patrimoine. Alors c'est une question intéressante. D'un côté, quand on a une bonne idée, si on pense que l'action Total Énergie va monter, on ne va pas changer de conseil suivant que votre client possède 10 000 euros ou 100 millions d'euros. Oui. Si on pense qu'elle va monter, on va donner le même conseil à tout le monde. Donc il y a des choses, par exemple, quand on a des positions de devises, il y a des gens qui ont du dollar, qui veulent le changer en euros. Si on pense que l'euro-dollar va monter ou va baisser, on pense la même chose, quel que soit le niveau de patrimoine. Donc il y a des choses qui sont absolument intangibles. J'aurais pu prendre les taux d'intérêt aussi. Est-ce que les taux vont monter ou baisser ? Même conseil. Donc pour l'essentiel, je dirais que vous avez le même type de conseil, quel que soit votre patrimoine. Après, la différence, elle va se faire sur d'autres niveaux. Le premier, je dirais, c'est l'ingénierie patrimoniale, c'est-à-dire la structuration. Souvent, plus on est riche, plus on est international, plus c'est compliqué, pour faire simple. C'est voilà. ça. Et puis après, il y a quelques produits qui sont des produits qui ne sont accessibles qu'à partir d'un certain montant. Donc, vous avez par exemple des fonds de private equity. C'est parfois à partir de 250 000, mais parfois c'est à partir de 5 millions d'euros, de dollars. Donc là, il faut avoir un patrimoine 20 ou 30 fois supérieur pour ne pas prendre trop de risques. Et puis, un autre exemple, il y a beaucoup de clients très riches, enfin la majorité ou la totalité des clients très riches qui investissent en immobilier direct.
Donc plutôt que d'acheter des parts de SCPI Oui. ou de fonds, ils vont acheter un immeuble qu'ils vont parfois rénover, parfois pas, qu'ils vont louer. Ben, un immeuble, ça vaut 5, 10, 20, 50 ou 100 Ça millions. dépend où. Ben, à nouveau, vous ne pouvez acheter un immeuble et faire de l'immobilier direct que quand vous avez un certain patrimoine. Donc je dirais qu'en règle générale, il ne faut pas oublier que les conseils sont les mêmes pour tous. En revanche, il y a quelques produits Oui, qui sont différents. uniquement accessibles à une certaine classe. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus important pour ce type de clientèle? Est-ce que c'est la préservation du capital? Est-ce que c'est la Alors, recherche de performance? quand vous rencontrez les clients, souvent vous allez les prospecter, ils ne sont pas encore clients, donc ils vous expliquent qu'ils veulent une meilleure performance que ce qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Donc ils vont beaucoup mettre l'accent là-dessus. Et après, vous avez la vraie vie. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai vu des centaines de clients partout. Et en réalité, C'est dans un premier temps. ce qui les intéresse, et je l'ai vu lors de crise, c'est d'abord de retrouver le capital le jour où ils le veulent, Oui. de bien dormir la nuit. Ils ont mis X millions ou dizaines de millions ou centaines de millions quelque part. Si ça ne va pas, ils veulent pouvoir les récupérer. Donc la première chose, c'est préserver le capital. La deuxième qui me paraît absolument fondamentale chez 98% des clients, c'est leur famille. C'est être sûr qu'ils vont protéger, préserver le capital qu'ils ont. Parfois, ils l'ont créé eux-mêmes. Le plus souvent, ils l'ont créé eux-mêmes, mais parfois, ils l'ont hérité. Et ils ont envie de le transmettre dans de bonnes conditions. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'ingénierie patrimoniale, c'est la structuration. Il y a aussi ce qu'on appelle la gouvernance familiale, c'est-à-dire que quand on a une grande famille avec beaucoup d'argent, il faut gérer tout ça. C'est pas simple. Ils y passent beaucoup de temps. C'est très important parce que ça peut créer d'énormes tensions. Ça peut aussi créer énormément de bonheur et Oui. de félicité. Donc, il faut aussi voir le côté positif. Donc, je dirais, petit 1, retrouver le capital le jour où on en a besoin. Petit 2, la succession au sens très large, même pour des jeunes. Il y a des entrepreneurs de 35 ans qui sont extrêmement riches, qui pensent déjà comment ils vont structurer leur patrimoine pour leur descendance. Et puis enfin, évidemment, la performance. La performance, je dirais que ce n'est pas le critère numéro 1. Néanmoins, si vous faites des mauvaises performances, vous allez le payer un jour. Oui, j'imagine bien. Tout à fait. J'imagine bien. Alors, on a parlé des stratégies relatives aux ultra high net worth. Maintenant, comment ces stratégies d'investissement que l'on met en place diffèrent-elles des stratégies que l'on met en place pour des clients plus modestes, dotés d'un patrimoine Alors, lambda? elle commence par différer sur la taille. Quand un client normal, je dirais, investit 1 000 euros, d'autres vont investir 1 million ou plus. Et ça a quand même un effet parce que, pour un exemple, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait beaucoup de produits dérivés et structurés. Un produit structuré, pour ceux qui ne connaissent pas bien, schématiquement, c'est un produit qui mélange un peu une partie taux, une partie action. Et grosso modo, on peut investir dedans avec une garantie de capital et une participation si l'action ou l'indice boursier monte. Je résume très synthétiquement. Après, il y a des millions de variantes autour de ça, mais disons qu'un produit structuré sur lequel on pourra revenir plus tard, la différence entre un petit et un gros patrimoine, c'est que le gros patrimoine, il va choisir lui-même, par exemple, je préfère en faire sur l'action totale, comme je disais, plutôt que LVMH, ou alors je veux un best-of ou un worst-of entre 3 actions que je vais choisir, parce qu'il va mettre 5 millions, 10 millions dans le produit, donc on va lui faire sur mesure. C'est ça. Alors que si vous mettez 1 000 euros ou 5 000 euros, vous allez avoir un produit qui est proposé par un établissement ou par un conseiller en gestion de patrimoine, mais qui va être un morceau d'un plus gros produit. Parce que souvent, il y a un encours minimum. Absolument. Voilà. Et donc, si l'encours minimum, c'est 1 million, quand vous avez 5 000 euros, il faut trouver beaucoup de monde à 5 000 euros pour faire le 1 million, donc vous n'allez pas avoir le choix de vos paramètres. Et c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Alors, on a parlé tout à l'heure des produits qui sont un peu dédiés aux clients. Alors, je pense qu'on peut parler du private equity parce que c'est une classe d'actifs qui est extrêmement importante en ce moment. Le private equity, donc, c'est tout le monde des actions non cotées. Il y a 10 ans, 20 ans, c'était vraiment réservé à une élite, pas une élite intellectuelle, mais une élite en termes de moyens financiers, c'est-à-dire on ne pouvait investir qu'à partir de
1, 5 ou 10 millions d'euros ou de dollars. Ensuite, ça s'est un peu démocratisé, je dis bien un peu, pour arriver à des tailles minimales qui sont grosso modo autour de 250 000 euros ou dollars, ce qui est quand même encore beaucoup d'argent, d'accord ? Parce que je rappelle qu'il faut se diversifier. Donc, quand on met 250 000 euros, par exemple, il faut avoir un patrimoine de 5 millions. Voilà, pour être raisonnable et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et il y a une nouvelle étape qui est arrivée il y a à peu près 5 ans, où maintenant, notamment dans l'assurance vie, on arrive à proposer ces produits-là de private equity autour de 5 000, parfois même 1 000 euros. Donc on est allé dans le bon sens. Donc je dirais qu'auparavant, c'était vraiment réservé aux clients dont j'avais la charge. Aujourd'hui, c'est nettement plus ouvert. Néanmoins, vous me posez la question sur les différences entre niveaux de clients. Une différence dont on n'a pas encore parlé, c'est le niveau des frais. Oui, j'allais justement y venir, donc alors, c'est parfait. La différence entre le client qui va mettre dans le même produit 5 ou 10 millions et celui qui va mettre, parce qu'on lui a démocratisé 5 000 ou 10 000 euros, le premier, il va peut-être payer un maximum de 50 BP, donc 0,50% par an, quand l'autre va payer 2% par an. Oui. Et comme on est sur des produits très longs, à 10 ans, à 10 ans, 50 BP, c'est 5%, et 2%, c'est 20%. Donc il y a 15% sur la performance d'écart entre les deux, parce que celui qui a mis 10 millions est en position de force pour négocier des fees beaucoup plus bas. Il faut bien voir que pour le gérant, les 50 BP fois 20 millions, c'est plus que ce qui touche à 2% sur les autres. Donc tout le monde a une cohérence là-dedans. Néanmoins, je donne l'exemple du private equity, c'est vrai partout. Et ça c'est vrai aussi ailleurs que dans les produits financiers, quand vous êtes plus gros, vous avez une force de persuasion qui est supérieure et ça vous permet de payer en relatif moins cher. Le troisième élément qui me vient à l'esprit sur la différence entre ce que font les clients très riches par rapport aux autres, c'est le leverage. Le leverage, si on veut parler en bon français, c'est le crédit. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert quand je suis passé des marchés à la banque privée. Je ne le savais pas avant. Tous les clients riches empruntent. Alors, ça paraît très paradoxal parce que généralement, on se dit, plus on est riche, moins on a besoin d'emprunter. C'est l'inverse. Donc, les clients moins riches empruntent aussi, mais eux, ils empruntent, généralement, c'est pour acheter leur résidence principale. Puis les clients qui n'ont pas de patrimoine du tout, eux, ils empruntent pour le crédit à la consommation. Donc, je ne parle pas du tout de ces crédits-là. Là, je parle du crédit leverage, c'est-à-dire qu'un client qui veut acheter des actions Total et LVMH, enfin le CAC 40, systématiquement va demander « est-ce que vous pouvez me le financer ?» Et le plus souvent, la banque qui l'accueille va dire oui, puisque, comme on dit, on ne prête qu'aux riches, et il vaut mieux prêter à des gens qui ont beaucoup d'argent. Oui. Alors, on peut se demander pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça ? Parce que ces ultra high net worth individuals sont obsédés par avoir de l'argent disponible s'ils ont des opportunités. Je parle plus d'opportunités de type industriel, c'est-à-dire investir dans une entreprise et autres. Donc, ils veulent toujours avoir des liquidités disponibles, d'accord ? Et donc, tout ce qu'ils peuvent emprunter, ils vont l'emprunter pour garder leur cash. Donc, ce n'est pas une question d'avoir des besoins, ce n'est pas le crédit à la consommation, c'est le leverage, d'une part. Après, on a vécu pendant 10 ans des taux extrêmement bas. Donc, quand vous empruntiez à 1% ou 1,5% et que vous aviez une espérance de rendement de même 3% ou 5%, on voit l'effet de levier. On gagne pas à tous les coups, mais à partir du moment où le rendement était positif, et il n'y a pas besoin qu'il soit très positif pour gagner. D'accord ? Donc ça, c'est les deux raisons. C'est garder du cash disponible et puis profiter du différentiel entre le coût de votre crédit et l'espérance de gain. Maintenant, les taux sont montés, ils ne sont pas encore trop hauts. Vous savez, moi je viens d'une époque, il y a 20 ans, les taux, ils étaient à 15%. Donc aujourd'hui, on dit, oh là là, 4, c'est énorme, mais en relatif, sur longue période, c'est pas si énorme que ça. Donc les gens continuent de se leverager. Et donc ce leverage, il est vrai partout. C'est-à-dire que les clients vont demander, par exemple, lorsqu'ils achètent des produits financiers toujours, lorsqu'ils font de l'immobilier toujours, 100% de ce que j'appelais l'investissement direct, c'est-à-dire qu'ils achètent un immeuble pour le louer, va être financé à 70-80%. C'est aussi pour faire de la dette ?
Tout à fait. C'est toujours l'idée de garder son cash. Ils ont les moyens d'acheter l'immeuble cash, ils préfèrent s'endetter. Et puis ça permet aussi de diminuer la fiscalité aussi. Alors, ça dépend des cas, parce qu'il y a des pays, vous savez, dans le Middle East où il n'y a pas de fiscalité, les gens se leveragent aussi. Je parlais pour la France, mais c'est vrai aussi. Pour la France. Donc voilà. Et puis, ça va très loin, le leverage, parce que quand j'étais donc dans les différentes activités que j'ai faites pour les ultra-high, on faisait aussi du financement de jet ou de yacht. Jet, bon, ça peut être utile. Le yacht, c'est quand même quelque chose qui est purement du plaisir. Même si c'est un investissement plaisir, le client va demander un financement et on était très content de lui fournir. Et l'étape ultime du financement, c'est les œuvres d'art. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert chez Citi parce qu'on ne le faisait pas avant, mais les banques américaines et quelques banques suisses font beaucoup de financement d'œuvres d'art. Donc vous voulez acheter un tableau, très bien, et vous allez à votre banque demander un crédit, vous l'achetez, et certaines banques, comme Citi en l'occurrence, vous permettent de l'accrocher chez vous. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui vont vous donner un financement, mais vous devez mettre le tableau dans un coffre-fort en accord avec la banque parce que ça devient un asset, ça devient une garantie, ce qu'on appelle un collatéral. Parce que c'est ce que j'allais dire, quelle garantie on met en face pour obtenir ces crédits? D'abord, il faut que vous soyez très riche pour qu'on vous fasse ce genre de crédit. Et d'autres banques, comme celle où j'étais, vous permettent ce qu'on appelle on the wall, c'est-à-dire que le tableau, il est chez vous, mais c'est la banque qui vous l'a financé. Donc voilà, le financement, c'est vraiment parfois obsessionnel chez ces clients-là. Comme je vous le dis, en face, vous avez des établissements financiers qui sont plutôt contents de leur prêter parce qu'il y a plein de garanties. Ces gens-là sont riches globalement. Donc même si le truc qu'on a financé d'un côté ne se porte pas très bien, on sait qu'il restera des assets de l'autre côté. Pour revenir sur le private equity, puisque vous en parliez, l'un des avantages aussi, c'est le fait que c'est décorrélé par rapport au marché action. Peut-être que vous pouvez en parler. Alors, j'ai envie de vous dire, la décorrélation, c'est vrai parce que ces fonds ne sont quasiment jamais réévalués. Un fonds avec des actions cotées, avec des actions du CAC 40 ou du S&P ou de ce que vous voulez, toutes les minutes, toutes les secondes, vous avez un cours, donc c'est très facile, tous les soirs, vous le valorisez, vous voyez ce que ça vaut. Un fonds de private equity, il va être valorisé en gros une fois par trimestre, d'accord ? Mais il va être estimé, puisqu'il n'y a pas de valeur. La seule valeur, vous la connaissez au moment où la boîte va être revendue par le gérant de private equity. Il a acquis une boîte, il va la restructurer, il va l'améliorer et il va la vendre 5 ans après. En gros, c'est ça le cycle normal. Donc pendant les 5 ans, les actions qu'il a achetées, elles valent, alors c'est estimé à dire d'experts, c'est pas fait n'importe comment, mais c'est très aléatoire, et puis c'est fait tous les trimestres. Donc, effectivement, pendant les périodes de crise, vous avez des actions qui, le lendemain, vont s'effondrer de 20%, pour le Covid, par exemple, ou pendant d'autres crises. Private equity, ça bouge quasiment pas, parce qu'on dit les valeurs fondamentales restent le même, donc ça bouge pas. Il faut se méfier. Parce qu'après, il va bien falloir la vendre un jour. Et si les actions cotées du même secteur ont perdu 20%, l'action pas cotée, elle a perdu 20% aussi. Donc pour moi, c'est plus parce qu'on les valorise moins souvent et moins en temps réel, avec moins d'acuité, que c'est décorrélé. À la fin, c'est quand même des actions. Et une action, qu'elle soit cotée ou pas, c'est des entreprises qui sont dans le même secteur. Ok. On a parlé tout à l'heure de produits structurés. J'aimerais bien qu'on y revienne et que vous expliquiez un petit peu aux auditeurs le fonctionnement vraiment en détail, si vous pouvez. Oui, mais alors là, on va vraiment rester très longtemps dans ce podcast. Oui. Non, mais je suis un grand fan des produits structurés. Je pense qu'ils ne sont pas assez connus. En gros, quand on regarde les portefeuilles des clients, quelles que soient un peu les catégories, on va trouver autour de 3-4% investis dans des produits structurés. À mon avis, on pourrait être largement à 10%, que tout le monde s'en porterait mieux, et surtout les épargnants. Donc voilà pourquoi je continue de militer pour les produits structurés. Les produits structurés, c'est quelque chose, donc c'est un mélange un peu compliqué, côté de la structuration, de la création par des établissements financiers, mais au final, pour l'épargnant, ça devient quelque chose de simple. C'est simple, c'est ça. Tout à fait, puisqu'on va conjuguer une garantie. Ça peut être une garantie de capital à 100%, ça peut être une garantie de capital à 80, 60, mais en tout cas, vous n'êtes pas exposé totalement
C'est ce qu'on appelle le airbag. C'est un des mécanismes, Oui, tout c'est à l'un des fait. mécanismes, il y en a Tout à d'autres. fait. Et vous n'êtes pas exposé à une baisse, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis quelque temps, depuis 1 ou 2 ans, post-Covid, vous avez des très grandes actions qui, dans une journée, peuvent Oui. perdre 50-60%. C'est nouveau. Ouais. La volatilité a augmenté, oui. Avant, il y en avait une tous les 10 ans. Aujourd'hui, c'est une tous les 3 mois. Donc, quand vous achetez une action, et même les plus grandes, je cite toujours Total, LVMH, qui sont à peu près quasiment les deux plus grandes, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Donc, l'idée, c'est d'offrir au client une protection. C'est-à-dire qu'au pire du pire, il ne va pas perdre plus que 10% ou 20%. Et néanmoins, il va profiter de la hausse des actions. Alors, on ne peut pas tout avoir. C'est comme ça, on dit dans les marchés financiers, il y a no free lunch. Donc, pour avoir cette garantie en cas de baisse, vous abandonnez un peu de hausse. C'est ça. D'accord, donc peut-être que vous n'aurez que 70% de la hausse ou 80% de la hausse. Bon, voilà, c'est ça, de façon très simplifiée, c'est ça les produits structurés. Il faut bien voir que les produits structurés, ça vous donne un profil de risque très différent de celui que vous avez si vous achetez une action. C'est ça. D'accord ? On dit partout, et à juste titre, que pour faire un placement rémunérateur à long terme, il faut faire des actions. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont peur des actions parce que, comme je le disais, ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Le produit structuré, c'est la réponse. Donc c'est mieux qu'une action si le marché baisse, c'est moins bien si ça monte, mais c'est mieux que de rester sur du livret A ou du fonds général en assurance vie si le marché monte. Et si le marché baisse, on ne perd pas tant que ça. Donc voilà, je suis donc un grand défenseur de ça. Alors, quand on dit produit structuré, on commence à 100 € parce qu'il y a des fonds garantis, parfois éligibles au PEA, qui permettent d'investir des montants très faibles. Et quand vous êtes très riche et que vous pouvez mettre 5 ou 10 millions, on va vous faire le produit sur mesure. Donc il y a toute la gamme, c'est offert à toutes les catégories de clients. Et je profite de votre micro pour suggérer à tous vos auditeurs de s'y intéresser beaucoup plus. Tous les établissements en proposent. Il faut un peu regarder, un peu l'analyser, l'étudier, mais c'est intéressant. On découvre des choses. Donc voilà, mon message est passé. Mais c'est pas encore très démocratisé, c'est-à-dire qu'effectivement, de plus en plus d'acteurs en proposent. Par contre, tous les particuliers ne le connaissent pas forcément. Non, mais c'est pour ça qu'il faut continuer d'en parler. Enfin, il faut savoir que j'ai eu l'honneur d'être le précurseur des produits structurés en France, puisque là où j'étais, donc chez BNP à l'époque, on a créé le premier fonds garanti. On était au début des années 90. Donc il s'est passé 30 ans depuis, ça a quand même un peu progressé depuis. Écoutez, très bien. Est-ce que maintenant vous pourriez me parler de tout ce qui est dette privée ? Alors la dette privée, c'est à nouveau quelque chose se rapproche du private equity dans le sens où on a un accès un peu sélectif. J'ai expliqué tout à l'heure que sur le private equity, on était parti de 10-20 millions, que maintenant on est à 1 000 €. On n'est pas encore à 1 000 € sur la dette privée. On est plutôt dans des ordres de grandeur en petites centaines de milliers. La dette privée, c'est très intéressant parce qu'on connaît les produits de taux, c'est quand même la base. Alors le livret A, c'est un produit de taux, et c'est un très bon produit de taux qui a le mérite d'être garanti par l'État et défiscalisé, parce que sur les autres produits, vous perdez 30%. Donc là, vous avez du 3% net d'impôt. Il a un inconvénient, c'est d'être plafonné autour de 20 000 €. Donc, mais il faut remplir son livret A. Je l'ai rempli, rassurez-vous. Donc les produits de taux, historiquement, c'est là où on met de l'argent. C'est des SICAV monétaires que tout le monde a connus. C'est le Fonds général d'assurance vie, alors qui a connu une évolution depuis 10 ans qui était très bas, puisqu'on était tombé en dessous de 2%. On tangente maintenant les 3%, donc c'est un bon produit qu'il faut garder. Il y a aussi des avantages fiscaux autour. Donc voilà. Et puis, produit de taux, c'est quand même un produit moins risqué que les actions. Parce que oui, les taux bougent, mais les mouvements, l'amplitude est quand même nettement moindre. Et donc, il y a un nouveau marché qui est en train de se créer, qui est ce qu'on appelle la dette privée. La dette privée, si je schématise, avant, lorsqu'une entreprise voulait se financer, elle allait voir ses banques, créer un syndicat de plusieurs banques, un pool bancaire, qui allait lui prêter l'argent, soit pour faire des investissements, soit pour acheter une autre entreprise, etc.
Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour les banques parce qu'il y a des mesures de risque, il faut mettre du bilan en face. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et donc, il y a une nouvelle catégorie de gens qui se sont substitués aux banques pour prêter directement aux entreprises. Et ce sont des fonds, des gérants, d'accord, qui vont lever de l'argent. Donc, les épargnants vont mettre de l'argent dans ces fonds et les fonds vont servir ensuite à financer des entreprises. Donc, quelque part, les banques ont été désintermédiées. On n'a plus besoin des banques. Quelque chose qui existait beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis, les entreprises allaient systématiquement trouver des investisseurs, soit via les marchés, soit directement. Et la part des banques était relativement restreinte dans le crédit aux entreprises. Elle existait, mais elle était restreinte. Ça existe depuis des dizaines d'années aux États-Unis. En Europe, traditionnellement, et en France en particulier, les banques avaient un quasi-monopole du crédit aux entreprises. C'est en train de changer, c'est toujours majoritairement des banques, mais vous avez ces crédits. Et alors, quel est l'avantage par rapport à ces fonds généraux d'assurance-vie ou au système monétaire? C'est que quand on prête à des entreprises, on a des rendements meilleurs, il y a plus de risques, mais on a un meilleur rendement. Et si on diversifie bien, on ne va pas avoir trop de risques et un meilleur rendement, parce qu'on va avoir 1, 2, 3% de plus que le rendement de l'assurance vie. Donc voilà, ça c'est une classe d'actifs qui est en train de s'ouvrir. Puis il faut quand même voir que vous avez des gérants de private equity qui ont connu une croissance très spectaculaire depuis 10-15 ans, qui s'essouffle un peu aujourd'hui. Dû à la hausse des taux. Dû à la hausse des taux, absolument. Dû aussi au fait que le marché du M&A est un peu grippé. Oui. Donc il n'y a pas moyen de sortir ce qu'ils ont. Il n'y a pas moyen de faire des acquisitions non plus. Et comme vous dites, grâce à la hausse des taux, les fonds de dette rapportent beaucoup parce que c'est le niveau des taux plus ce qu'on appelle le spread, oui. de l'entreprise. Donc maintenant, on peut avoir des fonds de dette privée qui vont vous rapporter du 6-8% par an. Le spread, c'est la prime de risque. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc les gérants de private equity sont en train un peu de regarder de plus en plus la dette privée. Donc ça, c'est un marché qui va, à mon avis, se développer assez spectaculairement dans les années à venir. Ok, super. À présent, j'aimerais qu'on parle potentiellement des hedge funds, si ça vous va. Alors, les hedge funds, moi, c'est un marché que j'ai très bien connu, puisque quand j'étais dans la première partie de ma carrière, il y a très longtemps, quand je vendais des produits dérivés actions, les hedge funds étaient mes clients. Donc j'allais les voir, je faisais le tour des États-Unis chaque année pour aller tous les voir. Ils peuvent être partout. Les hedge funds, c'est un nom alors qui fait un peu peur, une sorte de mystère autour d'eux. Bon, à la fin, c'est des gens très normaux, je vous assure. Les hedge funds, c'est quoi? Ce sont des gérants. Ils ont de l'argent, on leur confie de l'argent. Il y a des investisseurs, institutionnels ou privés, qui leur donnent de l'argent et ils vont essayer de le faire fructifier, de trouver un rendement. La différence avec un gérant traditionnel, le plus grand gérant d'Europe, c'est Amundi, qui est une émanation du Crédit Agricole. Un gérant traditionnel, il va vous dire, je vais vous faire un fonds action. Donc je serai investi principalement sur les actions européennes ou américaines, ou sur les taux, ou sur plein de choses. Le hedge fund, généralement, lui, vous lui donnez votre argent et il va faire ce qu'il veut avec cet argent pour vous faire gagner de l'argent. Donc on est aligné, mais il y a un jour où il va faire des actions, le lendemain il va faire des taux, le surlendemain il va avoir une idée sur les devises, le dollar-yen va monter, il va faire du dollar-yen et ainsi de suite. Il a des stratégies d'investissement qui sont moins conventionnelles. Voilà. Alors non, je ne dirais pas moins conventionnelles, c'est qu'il n'a pas un mandat très clair. Quand vous mettez votre argent, je reprends l'exemple d'Amundi, dans un fonds indexé sur le CAC 40, vous savez que vous allez faire le CAC 40 plus ou moins 10 BP parce qu'ils vont faire une sous-performance, mais c'est ça l'idée. Vous savez dans quoi vous investissez. À hedge fund, c'est ce qu'on appelle le absolute return. Donc tout ce qui compte, c'est de faire 5% ou 10% par an. Le CAC 40, quand vous avez mis de l'argent dedans, si le CAC baisse de 20%, vous allez faire peut-être moins 19,5% parce que le gérant aura été bon, mais vous ne pourrez rien dire. Oui. Vous aurez perdu de l'argent, c'est ça. Mais vous étiez indexé. Le hedge fund, quand vous lui donnez de l'argent, il doit vous faire une performance positive chaque année. Donc c'est très très différent, c'est absolute. C'est en absolu. Quel que soit que les marchés montent ou baissent, il n'y aura pas d'excuse. On attend du rendement. Voilà, tout à fait. Après, là je caricature un peu parce qu'il y a des hedge funds très spécialisés,
Par exemple, il y a une très grande catégorie de hedge funds, c'est ce qu'on appelle le long short equity. C'est la première catégorie. Alors ces gens-là, c'est très intéressant ce qu'ils font. Ils font du relatif sur les marchés actions, c'est-à-dire qu'ils achètent une action et ils en vendent une autre, et ils pensent que les deux vont diverger, c'est-à-dire que celle qu'ils ont achetée va surperformer celle qu'ils ont vendue. Donc ils ne sont pas indexés sur le marché action, parce que si tout le marché action monte de 20% ou baisse de 20%, les deux se suivent, donc ils restent à zéro. En revanche, ils jouent le différentiel entre les deux. Et ça, c'est fait à une échelle absolument colossale, parce que les hedge funds sont les principaux acteurs de tous les marchés actions, parce qu'ils vont analyser avec des tas d'algorithmes hyper puissants chaque action en se demandant si j'achète celle-ci, laquelle je peux vendre en face pour gagner un peu d'argent. Tout ça se joue sur des millièmes de pourcents, mais il y a un tel volume qu'à la fin, ça rapporte. Donc voilà, les hedge funds, c'est ça en simplifiant énormément. D'accord. Après, est-ce qu'il faut investir dans des hedge funds ? La réponse est oui et non. Oui, quand on a beaucoup d'argent. Voilà, parce que quel est le ticket d'entrée aussi, c'est ça. Alors, le ticket d'entrée, il est assez élevé, même si on a eu ce qu'on appelle les new seats en Europe, qui sont une sorte de vulgarisation des hedge funds. Donc, on est sur de l'absolute return, donc ce sont des gens qui vont essayer de faire une performance quelle qu'elle soit, quelle que soit l'évolution des marchés. Ils sont souvent éligibles à l'assurance vie, qui est quand même le support principal en France. Donc, il y a moyen d'avoir accès à des hedge funds. Le problème, c'est que pour être agréés dans ces contrats d'assurance vie, ils vont prendre moins de risques que les autres. Alors parfois, c'est mieux. Oui, c'est vrai aussi. Mais en général, non. Ils vont être plus chers. On revient à ce qu'on avait dit au début. On paye plus de frais quand on est plus petit. Donc, je dirais que c'est une stratégie qui est intéressante, qui doit être réservée quand même à des gens très avertis. Moi, je ne recommande pas de mettre beaucoup. Je recommande de mettre 1 ou 2% de son patrimoine dans des hedge funds. Donc oui, quand vous avez 100 millions, ça revient quand même à mettre 1 ou 2 millions dedans, parce qu'il y a plus de risques, il y a aussi plus de rendement, enfin, tout ça est cohérent. Et puis il y a autre chose, c'est que vous n'avez pas beaucoup de liquidités. Alors il y a pire, parce que le private equity, vous êtes bloqué, on ne l'a peut-être pas dit, mais 8 ans ou 10 ans, voire 12 ans dedans. Les hedge funds, souvent, il faut 1 an pour sortir. Donc c'est pour ça que je dis, soyons très raisonnables. Pas beaucoup, quelques petits pourcents pour les gens les plus aisés. Et on l'a peut-être pas dit non plus pour les produits structurés, mais on est aux alentours des 8 ans à peu près, 5-8 ans. Non, les produits structurés, c'est toute la beauté du produit. Vous en avez qui ont une maturité de 3 mois, beaucoup ont une maturité de 1 ou 2 ans, et vous en avez quelques-uns entre 5 et 8 ans, mais la très grande majorité est entre 1 et 3 ans. Oui, et puis ça dépend des sous-jacents aussi. Tout à fait. C'est aussi ça. Là, on a parlé d'hedge funds. Est-ce que maintenant, on pourrait parler d'immobilier ? Je me demande d'ailleurs pourquoi on a autant attendu, puisque l'immobilier est de très loin la première classe d'actifs d'investissement pour les grandes fortunes. C'est intéressant parce que c'est aussi le plus gros investissement pour les classes les moins riches. Je pense à la résidence principale. Pour les ultra high net worth individuals, donc pour les très grandes fortunes, on regarde l'immobilier, enfin plutôt on regarde leur patrimoine hors résidence principale. Et même si on exclut la résidence principale, on trouve que l'immobilier représente, grosso modo, dans les stats qu'on a, entre 25 et 30% de leur patrimoine. C'est la première classe d'investissement. C'est quoi l'immobilier chez les plus riches ? C'est principalement, contrairement à ce qu'on pense, de l'immobilier d'entreprise. Donc l'immobilier d'entreprise, c'est quoi ? Il y a plusieurs catégories. Il y a évidemment tout ce qui est bureau, c'est la plus grosse. Mais l'immobilier de bureau, c'est un peu compliqué en ce moment post-Covid. Alors il y a des opportunités, mais il y a aussi des difficultés. Donc ça, je pense que c'est un autre sujet qui pourrait faire l'objet d'un podcast entier de parler de l'immobilier d'entreprise. Mais aujourd'hui, je dirais que historiquement, c'était le principal investissement que faisaient les clients riches. Il y a une petite catégorie, mais qui intéresse tous les clients très riches,
ce sont les hôtels, parce que c'est ce qu'on appelle les trophy assets. On aime avoir des choses qu'on puisse montrer. C'est vrai aussi dans l'immobilier d'entreprise. Avoir quelque chose rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est plus chic que de l'avoir ailleurs. Mais est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est vraiment rentable pour eux? Vous le payez plus cher, mais vous savez, les Champs-Élysées aujourd'hui sont une des 3 avenues les plus chères du monde. Donc oui, vous le payez très cher, mais les loyers sont cosmiques. Donc à la fin, la rentabilité est pas très différente, mais le trophy asset, c'est ce qu'on aime montrer. Donc les hôtels, ça passionne tout le monde. On aurait pu dire un mot, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais des vignobles. Voilà, ça fait aussi partie des achats plaisir qui peuvent être un investissement et où on peut faire du vrai business. Donc je le mets un peu dans la même catégorie. Hôtel, vignoble, c'est pas très gros comme classe d'actifs, mais ça intéresse tout le monde. Et si je continue dans le vrai immobilier, le deuxième, on ne le connaît pas toujours, mais ce qu'on appelle en anglais les shopping malls, donc ce sont les galeries commerciales. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, ça. Pareil, c'est compliqué comme marché, parce que très souvent, vous savez, même les très grands supermarchés, on pense aux supermarchés, ils louent, ils n'ont pas les murs. Donc ça représente dans toute la France énormément de surfaces disponibles dans lesquelles vous pouvez investir. Le Covid a un peu, à nouveau, changé la donne. Et la troisième grande classe d'actifs de l'immobilier corporate qu'on voit, elle a beaucoup bénéficié du Covid, si je puis dire, c'est tout ce qui est logistique. C'est-à-dire les entrepôts, c'est devenu une vraie sous-classe d'actifs immobiliers. On pense tous à Amazon, évidemment, mais il n'y a pas que Amazon, et il y a cette obsession du dernier kilomètre, d'être le plus proche possible. Donc, on a vu un développement absolument spectaculaire en termes de prix, de tout ce qui est logistique, de tout ce qui est entrepôt. Et ça, on a vu de plus en plus de clients investir dedans. Donc voilà, les grandes classes, donc c'est l'immobilier de bureau, d'accord, les galeries commerciales, j'enlève les hôtels, et la logistique, mais c'est clairement la logistique qui a le vent en poupe. Après, tout ce qui est promotion immobilière, c'est-à-dire là, l'immobilier résidentiel, les clients en font pas beaucoup. Parce que c'est compliqué, parce que gérer des loyers, quand vous avez 200 appartements dans un immeuble, c'est compliqué. Donc là, l'idée, c'est plus finalement que ce soit chacun qui devienne propriétaire. Donc c'est pas une classe d'actifs très importante pour les clients les plus aisés. Parfait, donc on a fait l'immobilier, maintenant je pense qu'on peut parler d'art. Alors, moi je suis un peu à contre-courant là-dessus. J'ai des confrères, voire même des gens, des collègues avec lesquels j'ai travaillé, qui considéraient l'art comme une classe d'actifs, d'investissement pour les gens les plus riches. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Je pense qu'il ne faut pas mélanger l'art avec de l'investissement. On a parlé action, private equity, hedge fund. Moi, j'ai toujours déconseillé, et je parle à titre personnel cette fois, de considérer que l'art était un investissement. Je pense que dans l'art, il faut se faire plaisir, mais si on commence à investir en se disant qu'on le fait pour gagner de l'argent, je pense qu'on va au-devant des normes déconvenues. Pourquoi ? Parce que je pense que l'art n'est pas un marché. Alors si c'est un marché, il est totalement opaque. Oui. Parce qu'il est manipulé entre les galeries, les maisons de vente aux enchères. Moi, je ne sais pas comment le prix se forme. Ensuite, c'est un marché sur lequel il peut y avoir quand même des gros problèmes. Et je pense à tout ce qui est faux. Et si vous parlez avec des spécialistes du marché, ils vous diront que les faux, il y en a énormément dans le marché. Donc, se dire qu'il y a eu quelques scandales dans l'histoire financière. Je pense à Enron, par exemple. Effectivement, il y avait eu des malversations. Donc, je ne dis pas que quand on investit dans une entreprise, on est sûr à 100% que tout sera propre. Pour autant, des scandales et des malversations ou des fraudes dans les entreprises, il y en a parfois, mais très très peu. Dans le marché d'art, je ne sais pas quel est le pourcentage, on ne le sait pas, personne ne le sait. Peut-être que vous avez un tableau chez vous qui n'est pas vrai, donc on ne le sait pas, mais c'est sûrement beaucoup plus qu'ailleurs. Donc moi je dis que c'est un marché qui est totalement opaque, dont je me méfie énormément. Vous avez des gens qui font tirer la cote, qui font monter tel ou tel artiste parce qu'ils en ont stocké et qu'ils veulent le revendre ensuite. Ça, c'était la pratique, même avant que je commence dans les marchés, c'était il y a longtemps. Vous aviez des boursicoteurs à la Bourse de Paris, donc à côté d'ici, qui s'arrangeaient. Il y a eu des films là-dessus pour faire monter une valeur et puis squeezer l'ensemble des épargnants pour revendre au plus haut. Ça, c'était il y a 50 ans sur la bourse. Je ne suis pas sûr que ça ait disparu sur l'art. Donc, en résumé, moi, je dis
acheter de l'art, que ce soit des tableaux, des sculptures, des montres, parce qu'on voit maintenant des gens qui proposent de spéculer sur les montres. Faites-vous plaisir. Peut-être même que vous allez gagner de l'argent, Oui. mais Il faut pas ne le faire dans comparez pas. Si vous avez 100, vous dites j'enlève 10 de mon patrimoine, il me reste 90. Les 90, je vais suivre la performance en action, en obligation, machin. Mais ne mettez pas ces 10-là dans le calcul de votre performance. Je ne vous le recommande pas. Ok. L'art, c'est peut-être aussi un moyen de défiscaliser pour les ultra high net worth individuals, non? Je sais pas, je voulais avoir votre avis là-dessus. Non, alors je ne parlerai pas d'art là, je parlerai de fondations. Oui, Alors, effectivement, on retrouve parfois de l'art dans les fondations. c'est pour ça. Les fondations, mais ça c'est un mécanisme plus anglo-saxon ou allemand que français. Sinon, non, on a plus d'incitation dans la philanthropie que dans l'art. Ok. Donc la philanthropie, oui. Parce que c'est souvent une idée reçue, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Non, les fondations, je dirais que c'est pas tellement français. Alors, il y a quelques très grands milliardaires en France qui ont créé leurs fondations. Je vous avoue que je ne sais pas s'il y avait des incitations fiscales autour ou pas. Pour autant, ça existe dans certains pays, oui. Mais c'est d'abord la fondation. Après que la fondation investisse et aide des artistes, c'est un deuxième sujet. En revanche, ce qui est très clair, c'est qu'en France, les gouvernements successifs depuis très longtemps ont mis des incitations fiscales aux dons et à la philanthropie en général. Donc ça, oui, on conseillait nos clients qui avaient envie de faire quelque chose, d'optimiser, c'est pas un gros mot, de dire quitte, de toute façon, ça leur coûtera de l'argent, Oui, c'est ça. mais si ça peut leur coûter, je dirais 100, ça leur coûtera de toute façon 100, mais s'ils ont moyen de donner 150 à une œuvre, C'est ça. plutôt que 100, C'est c'est ça. mieux. Donc voilà C'est le ça. conseil qu'on Pour leur une cause donnait. qui leur tient à cœur. Donc, Tout à fait. c'est vrai qu'on a parlé d'investissement, mais on n'a pas parlé d'ESG. Alors j'espère que tout le monde est familier parce que entre ESG, ISR, environnement, green, vert, il y a beaucoup de noms. Oui. Donc l'idée, c'est de donner une autre dimension à ces investissements. J'en suis sincèrement totalement convaincu. Je pense que historiquement, on a raisonné dans deux dimensions. On raisonnait pour tous les investissements, et depuis 50 ou 100 ans, suivant l'axe rendement-risque. C'est-à-dire on disait, pour avoir beaucoup de rendement, il faut prendre plus de risques et réciproquement. Et on analysait tous les investissements donc en deux dimensions, rendement-risque. Je pense, et progressivement c'est en train de se faire, je n'ai rien inventé, qu'on est en train de mettre une troisième dimension. On sait gérer 3 dimensions, c'est encore faisable, qui est celle de la notion, alors on l'appelle ESG pour simplifier, donc quel impact va avoir l'investissement que je fais. Et je pense que de plus en plus, c'est en train de grandir, et c'est vrai de toutes les classes d'actifs, on a parlé de tout. On commence par l'immobilier, parce que c'est la plus grosse, mais vous avez maintenant différents types d'immeubles, et les clients n'ont plus envie d'investir dans des immeubles qui ne sont pas aux normes d'aujourd'hui. C'est vrai dans les actions, c'est vrai dans les obligations, c'est vrai dans le private equity, c'est vrai partout. Donc moi, je crois vraiment que quand on se reverra dans quelques années, on ne se posera plus qu'une question, quel est le risque par rapport au rendement d'une classe d'actifs ou d'un investissement, mais on aura les 3 dimensions. Comme je l'ai dit, c'est en train d'être mis en place par tous les acteurs du marché. C'est compliqué. Et c'est controversé ces jours-ci. C'est controversé, oui. Alors, vous avez un lobbying négatif, je dirais, aux États-Unis. Vous avez des entreprises qui sont obligées de renoncer à certaines actions qu'elles avaient entreprises dans le domaine ESG pour rester éligibles à certains fonds de pension qui disent si vous allez trop loin, si vous dépensez trop d'argent pour devenir plus compliant d'un point de vue ESG, on n'investira plus chez vous. Et comment vous l'expliquez ça justement ? Je l'explique par, j'ai envie de vous poser la question, un pays qui a élu Trump comme président, ça ne s'invente pas, sont les États-Unis. Moi j'adore les États-Unis, donc je ne suis pas du tout là pour en dire du mal, et je suis admiratif devant tout ce que font les États-Unis, parce qu'à la fin c'est toujours les plus gros, ils font tout mieux que les autres. Et j'ai eu le plaisir de travailler là, dans une banque américaine, et ça me manquait d'avoir fait une carrière que dans une banque française. Et j'ai vu beaucoup de choses très bien aussi chez les Américains. Néanmoins, vous avez des phénomènes qui se passent aux États-Unis qui pourraient peut-être pas se passer ailleurs. Donc, je vous en ai donné un exemple. Donc, pourquoi pas sur l'ESG ? Ok, très bonne réponse. Alors, comment voyez-vous l'évolution future de la gestion de fortune pour les ultra net worth individuals ? Alors,
C'est un métier qui évolue doucement. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, les clients sont âgés. Alors on peut le comprendre parce qu'on accumule de la fortune au fur et à mesure du temps, mais parfois les proportions sont spectaculaires. Il y a des banques privées dont je ne citerai pas les noms, plus de la moitié des clients ont plus de 70 ans. Donc vous ne pouvez pas les brusquer parce que même si vous en avez quelques-uns qui ont 20 ou 30 ans, vous regardez l'ensemble de votre stock et vous faites attention. Parce que ce n'est pas les mêmes stratégies d'investissement en plus, selon les tranches. Alors, effectivement, proposer des produits à 10 ou 12 ans, comme le private equity, à des gens de 80 ans, c'est interdit. Enfin, dans la régulation, c'est interdit. Certains le font quand même. Donc, vous avez tout à fait raison. Il faut être extrêmement attentif à l'âge des clients, aussi à leur degré de compréhension, enfin à plein de choses. Mais ça, encore, ça pourrait aussi faire un autre podcast. Néanmoins, moi, j'étais donc dans la gestion privée depuis 2010, et c'était le début du digital. Donc, on a fait énormément d'investissements dans le digital, et on s'est rendu compte que beaucoup de clients ne les utilisaient pas. On mettait à leur disposition vraiment des outils très performants. Ils ne les utilisaient pas, ils préféraient continuer de téléphoner à leur banquier, comme ils l'appellent. Et c'est le client qui décide à la fin. Donc, bien sûr, on a continué d'investir parce qu'il fallait être prêt. Et puis, il y a des clients plus jeunes qui avaient envie d'avoir du digital. Mais je dirais que la pénétration du digital, elle est 100 fois plus forte dans la banque de détail que de la banque très haut de gamme. Après, parce que ce n'est pas le même degré aussi en termes de relation entre le banquier et on met à disposition, vous savez, il y a même dans un des pays du monde, dans les équipes que j'animais à l'époque, on avait un banquier qui n'avait qu'un client. Tellement le client était gros, il méritait d'avoir un banquier qui n'avait pas d'autres clients. Alors, il avait toute la famille, il n'avait pas qu'un seul monsieur ou une seule dame, mais quand même, on avait ça. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, le métier évolue, oui, on invente des nouvelles stratégies, des nouvelles idées, il faut tout le temps innover, parce que sinon, vous êtes dépassé. On cherche des nouveaux clients, et c'est vrai qu'on cherche plutôt les clients plus jeunes, parce qu'on a envie de les accompagner pendant une longue durée. Donc, le métier évolue, mais ce n'est pas le métier qui évolue le plus vite de toute la sphère, à la fois financière. Moi, j'étais sur les marchés financiers, sur les produits dérivés. Ça changeait tous les jours. Oui. Bon, la gestion privée, ça va beaucoup plus lentement. Alors, en même temps, il y a énormément aussi de perspectives. C'est-à-dire que si on a des auditeurs plus jeunes qui ont fait des études brillantes, comme certains en face de moi, c'est un métier sur lequel on a beaucoup de visibilité. Les métiers de marché, que je compare, des choses peuvent s'arrêter du jour au lendemain, on peut avoir des licenciements de la moitié, et c'est arrivé encore il y a quelques années, parce que ça marche moins bien, parce qu'il y a moins d'activité. Gestion privée, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent, d'extrêmement long terme, donc je pense que d'un côté, oui, ça n'évolue pas très vite, ça évolue, mais pas très vite. En même temps, ça a énormément de visibilité pour l'avenir. Ok. Et pour conclure, je voulais vous demander, est-ce que vous auriez éventuellement des anecdotes à nous partager issues de votre carrière en gestion de fortune ? Non, je vais vous en donner deux. L'une, c'est quelque chose dont je suis assez fier, c'est que grâce à nous, à notre action, on est arrivé à réconcilier un père et ses enfants. Et ça, on n'a pas beaucoup parlé de ce qui est gouvernance familiale, on en a dit un tout petit mot, mais c'est un client qui habitait un pays méditerranéen, je ne vous dirai pas lequel, et qu'on était allé voir parce qu'il était âgé, parce qu'il se posait des questions. Il ne parlait plus à ses enfants depuis 20 ans. Ah oui. Voilà. Et on a envisagé pas mal de structurations. Enfin, il voulait préparer sa succession. Il ne savait pas quoi faire vis-à-vis de ses enfants. Parce que quand vous ne leur avez plus parlé depuis 20 ans, il se passe, vous posez des questions. Et en même temps, c'était ses enfants quand même. Bref, je vous le fais en rapide parce que c'était long. Ça s'est étalé sur plusieurs années. Mais à la fin, il nous a demandé de contacter les enfants pour leur faire signer des papiers. C'était pas, on n'intervenait pas, on n'allait pas se mettre au milieu. Mais en discutant avec eux, on n'a pas fait que signer les papiers. Et à la fin, cette personne est toujours vivante. Et il reparle à ses enfants. Alors, je n'ai pas tous les détails de comment ça se passe le soir au dîner. Mais en tout cas, ça, on a joué notre petit rôle là-dedans.
Et puis l'autre que je vais vous raconter, qui est beaucoup plus joyeux. J'ai été invité un jour à une soirée sur un yacht à Monaco. C'est la seule fois où je suis allé sur un yacht à Monaco, par une des femmes les plus riches du monde. Je ne vous donnerai pas non plus sa nationalité, qui faisait une soirée. Et je me suis demandé pourquoi j'étais invité. Bref, pour moi, c'était une cliente. Je ne l'avais jamais vue. J'avais vu son family office plusieurs fois, mais elle, jamais. Et puis, j'arrive et donc je me présente. Elle me dit, ah oui, oui, je sais qui vous êtes. Alors, très bien. Elle devait avoir 15 banques, les 15 plus grosses banques du monde pour gérer son argent. Elle se souvenait, elle savait deux choses à propos de moi. C'est que d'une part, on lui avait permis, parce qu'on avait un accord avec un broker de vin, de pouvoir acheter des caisses de Romanée Conti. Vous savez, c'est le vin le plus célèbre et le plus cher du monde. Donc ça, elle s'en souvenait très bien. Et l'autre chose qui est encore mieux, je trouve, c'est qu'elle se souvenait, elle avait plusieurs enfants, mais elle avait une fille d'à peu près 25 ans, qu'on avait invitée. On faisait des séminaires pour les enfants de nos clients à Paris, qui étaient des séminaires très sympas, où on leur faisait 2 jours, où on leur apprenait ce qu'était finalement la finance. Et puis, comme on était sponsor de Roland-Garros, on finissait à Roland-Garros, il y avait des belles soirées, enfin, c'était des très beaux événements. Et elle se souvenait que sa fille était venue quelques années auparavant à cet événement qu'on avait organisé à Paris. Alors, je ne vous donnerai pas sa nationalité, mais elle habitait vraiment au bout du monde. Ok. Voilà. Donc, sa fille était venue. Sa fille était venue avec son boyfriend ou fiancé. Et ce garçon avait profité d'être à Paris pour faire sa demande en mariage lors de notre séminaire. Donc voilà ce qu'elle avait imprimé. Donc c'était pour vous dire ce qu'on avait dit tout au début. Elle ne m'a pas parlé de la performance des investissements qu'elle avait fait chez nous, mais il y avait ces deux événements dont elle se souvenait. Donc voilà pourquoi elle m'avait invité à s'asseoir. Ah, c'est des très belles anecdotes en tout cas. Et pour finir, merci Rémi de votre intervention. C'était vraiment un plaisir. Merci. Et je suis très content. Donc j'ai eu le plaisir, on peut le dire à nos auditeurs, de te rencontrer via les cours que je donne, puisque j'ai choisi de partager un peu ce que j'ai appris, parce que j'ai quand même vu pas mal de choses pendant 3 décennies complètes. Je suis toujours ravi de rencontrer des jeunes qui vont reprendre le flambeau. On espère, on espère. Merci beaucoup. De votre côté, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner bien sûr. Et sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles, ça permet d'aider la chaîne. Merci à vous.